un développeur ou une développeuse logiciel, bon, bah, typiquement, en fait, ça va dépendre de quelle partie du logiciel on a la charge, mais ça peut ne rien avoir, même à première vue, avec un jeu vidéo. Quand on travaille en back-end, on a plus souvent effectivement des technologies temps réel ou des choses comme ça à mettre en place, mais ça arrive dans plein d'applications. Maintenant, les notifications, bah, c'est du temps réel, et donc bah, même si on travaille pas dans le jeu vidéo, on va avoir à l'implémenter. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent plus souvent que dans des studios de développement classiques ou des entreprises qui font du développement classique, mais il y a vraiment pas besoin d'être spécialisé. Bonjour à toutes et tous, je suis avec Nicolas aujourd'hui, ça va bien ? Ça va, très bien, merci. Trop chouette. Notre discussion, elle va être intégrée dans le reportage/enquête sur le jeu vidéo, où on parle du coup du domaine du jeu vidéo, mais aussi ceux et celles qui le font. Et on a la chance de recevoir plein d'invités super chouettes pour nous éclairer sur ce sujet-là. Est-ce que c'est cool ? C'est cool. Je pique les expressions de Damien, du coup. Écoute, sans plus tarder, on va commencer directement avec les questions. Du coup, Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, c'est-à-dire ta formation et aussi qu'est-ce que tu as fait avant, ton expérience pro, tout ça. Dis-nous tout. Ouais. J'ai un parcours, on va dire, de formation plutôt classique. J'ai fait un DUT, puis une licence et un master en informatique, globalement en architecture logicielle. Mais j'ai eu la chance de pouvoir accéder à une spécialisation qui était donc médias numériques et jeux vidéo. Et donc, dans cette formation-là, enfin dans cette option-là, j'ai vu tout ce qui était lié un petit peu de près ou de loin aux jeux vidéo. Donc on a vu alors de l'intelligence artificielle, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui, dans le sens où on l'entend dans le jeu vidéo depuis des années, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait si on doit avoir quelqu'un de virtuel qui joue contre nous, un bot, comme on appelle ça généralement, et il y a des algorithmes, on va dire, assez classiques qu'on peut implémenter et tout ça, mais aussi du traitement d'image, de la gestion de moteurs de jeu et de l'utilisation de moteurs de jeu, etc. Donc ça, j'ai eu la chance de le voir pendant mon parcours de formation. En 2016, j'ai monté une start-up dans l'éducation pour l'apprentissage des langues de manière ludique qu'on avait déployée dans les écoles. Et malheureusement, comme beaucoup de startups, on n'a pas réussi à la financer suffisamment. Et du coup, en 2017, je me suis fait recruter par une entreprise qui s'appelle My Serious Game, qui est basée à Tours et qui est donc un studio de formation gamifiée, Serious Game, hein, comme le nom l'indique. Et j'étais du coup game developer pour cette entreprise-là. Et après, je suis devenu freelance à la suite de cette expérience-là. Et aujourd'hui, depuis 2020, j'ai fondé d'ailleurs Code Garage, qui est un site de formation pour les devs. Trop chouette. Est-ce que de base, t'es quelqu'un qui aime les jeux vidéo et est-ce que t'avais envie de... Parce que du coup, tu nous as dit que tu avais fait une formation dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est... Enfin voilà, comment t'es un peu arrivé dans ce monde-là ? C'est ça ma question. Oui, évidemment, je suis tombé dans le jeu vidéo quand j'étais assez petit. J'ai pas l'âge, mais je pense que ça devait être 6-7 ans, grand maximum. Et donc, j'ai toujours aimé le jeu vidéo. Et j'ai eu assez vite, pendant l'adolescence, l'envie de construire ces jeux vidéo-là, pardon. Et donc, j'ai dérivé petit à petit à énormément jouer aux jeux vidéo. J'ai fait une espèce de boulimie de jeux pendant mon adolescence, à jouer des heures et des heures par jour et Je pense pas qu'on dormir est beaucoup suffisamment parfois. avoir Exactement. vécu ça. C'est ça. Et petit à petit, en fait, quand j'ai découvert comment est-ce qu'on pouvait concevoir un jeu vidéo et à quel métier ça touchait, etc., j'ai eu des projets de création de jeux vidéo que j'ai menés des fois à bien et des fois pas du tout. Mais en fait, en arrivant à la fac et justement avec cette opportunité de suivre un cursus qui était lié à du jeu vidéo, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était notamment l'option qui me paraissait la plus attirante. Mais voilà, après, j'en fais aujourd'hui, j'aide des clients des fois sur des aspects de jeux vidéo, mais j'en ai pas fait non plus mon métier à temps plein. Donc ça, c'était pas une passion. En tout cas, la création n'était pas une passion suffisamment dévorante pour me lancer dedans. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre en parlant, parce que là, avant de parler avec toi, j'ai discuté avec des personnes qui travaillent chez Game Atelier. Je sais pas si tu connais la boîte.
et qui disait qu'il y avait ce petit truc de aimer les jeux vidéo et y travailler dedans. Il y avait vraiment une grosse différence et que tu fais pas du tout ce que tu as là en tête, en tout cas quand tu es un peu petit et que tu imagines un peu le métier, c'est pas du tout la même chose et tu crées pas non plus de ton jeu vidéo, à part si t'es bien sûr t'es en indépendant, etc. Et que c'était ça qui était très difficile de sortir de la tête quand tu travailles au quotidien en fait. C'est vrai et moi je l'ai vu en commençant tout au début justement mes études en informatique. En fait, je pense qu'à l'époque, on était une promo de 130 et on avait, un quart, entre un cinquième et un quart de la promo qui ne connaissait pas la programmation et qui aimait l'informatique simplement au travers des jeux vidéo et qui avait cette volonté de travailler dans l'industrie du jeu vidéo, mais en fait, qui avait une vision complètement biaisée de ce que ça pouvait être entre travailler, être développeur ou développeuse dans le jeu vidéo et jouer à des jeux vidéo. Et donc, beaucoup de ces personnes-là ont abandonné très, très tôt, dès le premier semestre, parce qu'en fait, oui, c'est très, très différent. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose que d'être derrière sa console et être derrière justement le jeu, quoi. Non, vraiment pas. Et d'ailleurs, on a même des fois des testeurs de jeux vidéo qui n'aiment pas ça et donc c'est le métier, mais qui sont pas fans de jeux vidéo et qui prennent ça vraiment comme du test logiciel classique, sauf qu'ils sont manette en main et pour lesquels c'est pas du tout leur passion première, quoi. Ça arrive. Du coup, aujourd'hui, on va plus parler de ton expérience dans cette boîte qui faisait du serious game. Alors, première question, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est un serious game. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est ? Ouais, un serious game, c'est alors il y a plein de manières de le qualifier, il y a plein de manières de le faire, mais si on veut le simplifier très simplement, c'est un jeu vidéo par lequel on va apprendre quelque chose qui va nous servir dans notre formation, que ce soit initiale ou notre formation professionnelle plus tard. La réalité, c'est que c'est très souvent plutôt des formations auxquelles on va venir apporter un côté ludique, auxquelles on va apporter des mécaniques de jeux vidéo pour tout simplement garder l'utilisateur ou l'utilisatrice motivé et qu'il ou elle finisse sa formation voilà, avec la meilleure expérience possible grâce à toutes ces mécaniques de jeux vidéo et que ça serve au maximum. Yes, trop chouette. Et du coup, tu as travaillé dans une boîte qui s'appelait My Serious Game, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, c'était quoi ton job exactement dans cette boîte ? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien ? Et aussi, c'était quoi du coup, tu nous as expliqué ce que faisait la boîte en soi, c'était sa mission. Ouais, donc plus, toi, au quotidien, qu'est-ce que tu faisais ? C'était quoi ton job, etc. Donc, mon intitulé, c'était Game Developer, donc développeur de jeux. La réalité, c'est que je faisais beaucoup de choses puisque on était une petite équipe. À l'époque, on était, je crois, une trentaine, mais on travaillait pour beaucoup de gros clients. Donc, les 30 personnes étaient divisées en plein de petites sous-équipes, etc. Et moi, comme j'avais une expérience déjà d'entrepreneuriat et de gestion de projet et tout ça, on me laissait souvent la main sur des projets voilà, plus ou moins en grosse ampleur. Et donc, au jour le jour, on va dire, la majorité de mon temps, j'étais développeur. Donc, on m'apportait une expérience de jeux vidéo, de formation gamifiée, etc. Et je devais du coup l'implémenter tout simplement. Donc, on a fait des jeux sur navigateur web, des jeux sur mobile, des choses comme ça. Et puis des fois, je devais prendre un peu plus le lead et faire directement discuter les clients avec les ingénieurs pédagogiques, les game designers, etc. pour qu'on puisse, et moi avec le côté technique, pour qu'on arrive justement à une solution qui convenait à tout le monde, qui allait convenir aux joueurs et aux joueuses et en même temps aux clients, et que nous, avec le budget qui nous était alloué, qu'on puisse simplement réaliser effectivement au mieux cette production, quoi. Ok, du coup, ça tombe trop bien que tu parles un peu de l'équipe, en fait, des personnes dans l'équipe, parce que c'était ma prochaine question. C'était, ça ressemble à quoi, genre, elle est constituée de qui, de quel métier, cette équipe qui développe, du coup, des serious games ? Donc ça va beaucoup changer selon les entreprises, mais il y a quand même des métiers, de toute façon, dont on a forcément besoin. Moi, les métiers avec lesquels j'ai pu travailler, c'était globalement des chefs de projet, des ingénieurs pédagogiques, des game designers. Après, on avait des graphistes, 3D, 2D, infographistes et tout ça. Des développeurs et des développeuses, évidemment. Alors là, on avait, comme je disais, du logiciel, du mobile, du web, Unity. Bon, ça aurait pu être d'autres moteurs, mais nous, en l'occurrence, c'était Unity. Et puis après, en l'occurrence, dans cette entreprise-là, il y a des métiers qui étaient externalisés, où c'était des prestataires externes.
beaucoup, souvent le sound design, la voix off, la traduction directement de texte, parce qu'on avait certains jeux qui étaient disponibles dans 3 à 4 langues et on n'avait pas les ressources en interne pour faire ces 3 à 4 langues. Donc voilà, et après, comme dans une entreprise classique, on va créer des applications, on peut avoir d'autres métiers ou ces métiers-là qui sont divisés sur plusieurs personnes. On peut avoir du DevOps, on peut avoir du SRE, on peut avoir plein de choses comme ça dans les métiers techniques. Mais voilà, globalement, ça, hormis le game designer et les ingénieurs pédagogiques qui, là, pour le coup, sont vraiment uniquement dans ces métiers du jeu vidéo et du serious game, etc. Sinon, c'est une équipe, on va dire, de produits numériques assez classique. Ok, ouais, donc du coup, il n'y a pas forcément besoin d'une formation spécialisée pour travailler directement dans le jeu vidéo, c'est ça? Non, ça va énormément Ça dépend du dépendre métier, du coup, effectivement ouais, c'est ça. ouais, ça va dépendre du métier, mais un développeur ou une développeuse logiciel, typiquement, en fait, ça va dépendre de quelle partie du logiciel on a la charge, mais ça peut ne rien avoir, même à première vue, avec un jeu vidéo. Quand on travaille en back-end, on a plus souvent effectivement des technologies temps réel ou des choses comme ça à mettre en place, mais ça arrive dans plein d'applications. Maintenant, les notifications, c'est du temps réel, et donc même si on travaille pas dans le jeu vidéo, on va avoir à l'implémenter. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent plus souvent que dans des studios de développement classique ou des entreprises qui font du développement classique, mais il n'y a vraiment pas besoin d'être spécialisé. Après, c'est sûr, si on vient travailler chez Ubisoft, chez Epic Games ou peu importe, il y a de fortes chances que les gens soient plutôt des pointures et dans leur métier et avec une grosse connaissance dans l'industrie du jeu vidéo en général. Ok, ouais, ça marche. Donc, il y a un peu de tout quoi, dans ce domaine-là, quoi. Ouais. Ok. Trop chouette. C'est quoi les grosses différences? Est-ce que tu as remarqué des grosses différences entre une boîte qui fait du jeu vidéo comme du serious game, donc cette boîte-là, et d'autres boîtes dans lesquelles tu as aussi travaillé précédemment? C'est quoi vraiment les choses qui changent beaucoup, s'il y en a, bien sûr? Ouais. Il y a une des spécificités que je vois, on va dire, en premier, c'est, alors c'est pareil, ça va dépendre, mais ça va être en fait le rapport au test et au débugage de ces applications-là. Puisque quand on a une application, on va dire classique, je sais pas, je vais prendre Twitter en exemple. Bon, en fait, on va avoir plein de manières d'accéder à un mécanisme de l'application, que ça soit poster un tweet, lire des tweets. Lire un tweet, on va pouvoir le faire dans la recherche, on va pouvoir le faire dans le feed, on va pouvoir, voilà. Et en fait, cette navigation-là, ça va être une navigation en toile d'araignée. On va pouvoir accéder à plein de pages et plein de mécanismes depuis un peu partout dans l'app. Quand c'est une expérience vraiment gamifiée et quand c'est un jeu vidéo, on va dire, qui a une espèce de linéarité, si on a un bug qui est bloquant, pour le coup, c'est pas seulement cette fonctionnalité-là, qui est buggée et à laquelle on peut pas accéder, c'est potentiellement tout le reste du jeu. Donc ça veut dire que ça, un bug, il peut avoir vraiment un impact très très fort, et donc les tests en conséquence, souvent il faut parcourir l'entièreté du jeu vidéo ou de l'application gamifiée pour arriver justement à atteindre ce point-là, faire des tests, etc. Donc il y a de l'automatisation, mais il y a aussi beaucoup de playtesting en interne avec le client, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un point qui se différencie pas mal. Après, aussi, c'est le fait qu'on travaille beaucoup en B2C, donc c'est des jeux et des applications qui vont directement vers des gens. Alors, ça arrive que ça soit dans une entreprise, mais c'est quand même, ça cible souvent un grand nombre de personnes, et donc évidemment un grand nombre potentiellement de devices et de choses comme ça, avec des grosses charges utilisateurs. Donc ça peut jouer. Et le dernier point, c'est les dates de lancement, notamment dans l'industrie du jeu vidéo, un petit peu moins dans le serious game, mais ça arrive quand même, où on a une date de lancement fixe, et parce qu'il y a eu énormément de communication autour, parce qu'il y a eu plein de choses, plein d'actions marketing mises autour, on peut pas décaler cette date. On peut très peu décaler cette date, et du coup, ça peut faire une charge de travail et un stress qui peut être parfois assez assourdissant. Ouais, ce dernier point, c'est la fameuse culture du crunch. Ça. Crunch plutôt. Ouais. On en avait un petit peu discuté quand on s'était vu un peu précédemment. Et ça, c'est vraiment une réalité dans le domaine du jeu vidéo, du coup. Ouais, évidemment dans le domaine du jeu vidéo, comme je disais,
Dans le serious game, quand même moins, et après ça Mmh. dépend du public et voilà, mais par contre, oui, oui, c'est un vrai malheureusement, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui existe et qui est très présent. Il y avait aussi autre chose dont on avait parlé, c'était le passage. Tout à l'heure, je te demandais, c'était quoi les grosses différences entre des boîtes qui sont hors jeux vidéo et des boîtes de jeux vidéo. On avait discuté du passage justement d'un domaine à l'autre, justement, tout en restant dans la tech. Tu es développeur ou développeuse, tu passes d'une boîte de jeux vidéo à une autre boîte, ou inversement. C'était quoi le plus facile, en fait? Je sais pas si ma question était très claire. Si, c'est clair. Je vais faire une réponse très, très générique, mais ça dépend vraiment énormément des entreprises et des produits sur lesquels Ouais. on travaille. Si on travaille sur, comme je disais tout à l'heure, une application sociale qui a beaucoup de temps réel, etc., beaucoup d'interactions, beaucoup de charges utilisateurs, et qu'on passe sur un jeu multijoueur en temps réel, j'ai envie de dire, évidemment, il va y avoir des différences, mais les technologies utilisées vont être très proches, vraiment les Ouais. technologies. Après, l'utilisation, il y a plein de choses qui vont différer. Mais du coup, de passer d'être développeur ou développeuse d'un jeu vidéo très très simple et de passer à une entreprise qui développe une application sociale en temps réel, etc., ça va être beaucoup plus Mm. dur parce qu'on ne va pas du tout être habitué aux mécaniques, etc. Et à l'inverse, ça serait du coup plus simple. Donc, il n'y a pas vraiment, de généralité. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on développe, alors quand on parle de jeux vidéo plutôt 3D, simulation, choses comme ça, il y a de la complexité. Il y a de la complexité mathématique, il y a énormément de choses qu'on retrouve beaucoup moins souvent dans les applications, on va dire, classiques. Donc, on a cette image nécessairement que de développement classique à développement de jeux vidéo, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des compétences qu'on peut ne pas avoir. Mais voilà, ça va vraiment dépendre du jeu et Ouais, de, l'inverse est et de aussi vrai, l'entreprise. quoi. Ouais. Ouais. La dernière fois qu'on a discuté, on avait parlé, enfin en tout cas tu m'avais parlé qu'il y avait des psychologues qui bossent sur des jeux vidéo. Est-ce que tu serais un peu nous réexpliquer pourquoi, comment parce que moi c'était un point qui m'avait grave étonné. Personnellement je ne savais pas. Voilà, si tu peux nous refaire un petit point là-dessus. Donc c'est vrai que, alors dans le jeu vidéo, moi je l'ai moins retrouvé justement dans l'industrie du serious game, mais dans le jeu vidéo, on a des psychologues. Alors quand on évoque le terme psychologue, on pense à la personne qu'on peut aller voir quand on a des problèmes, voilà, personnels ou des choses comme ça à régler. Mais on va plutôt parler d'experts en psychologie, de docteurs en psychologie, etc., qui travaillent effectivement dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, il y a deux grandes facettes, on va dire, pour l'emploi de ces psychologues. C'est d'un côté, ça peut être pour améliorer l'expérience des joueurs et un petit peu contrer les biais cognitifs et visuels qu'on a, nous, en tant qu'humains, pour justement améliorer l'expérience du jeu vidéo. On a eu, alors par exemple, un des exemples qui est présenté qui est facilement trouvable sur Internet, c'est la récolte de ressources dans Fortnite. On a Mhm. passé la grande époque de Fortnite, et en fait, à chaque fois que l'utilisateur récupérait des ressources, donc par exemple aller couper un arbre, eh ben, on avait une petite animation avec des bûches qui venaient tout simplement dans l'inventaire du joueur. Eh bien, la psychologue qui était en charge justement de Fortnite à l'époque, eh bien, a découvert que simplement, au lieu d'afficher une image de bûche et d'en ajouter 3 d'un coup dans l'inventaire du joueur parce que ça allégeait un petit peu l'animation, etc. Et ben en fait, les joueurs, si on multipliait cette animation par 3 avec 3 bûches qui venaient réellement, et ben en fait, avaient l'impression de farmer, donc de récolter ces ressources beaucoup plus vite, 3 fois plus vite, alors que le nombre n'augmentait pas plus vite qu'avant, puisque le Mhm. nombre était déjà de 3, mais il n'y avait qu'une seule animation. Et donc, c'est des choses où en fait, ça améliore l'expérience du joueur, simplement en changeant une petite animation, une petite mécanique de jeu, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Après, il y a le côté négatif, on va dire, c'est l'exploitation de ces biais cognitifs pour augmenter les revenus des jeux. Alors, ça se trouve notamment dans les jeux free-to-play, Mhm. donc les jeux auxquels on peut jouer gratuitement, mais dans lesquels on peut payer pour avoir des avantages, de la cosmétique ou peu importe. Et là, en fait, on vient justement
On vient travailler avec des experts en psychologie pour connaître tous ces biais, savoir comment les exploiter et faire en sorte que les joueurs qui ne payeraient pas nécessairement se mettent à payer, ou alors ceux qui payaient déjà payent de plus en plus. Et c'est un phénomène qu'on retrouve du coup avec des joueurs qu'on appelle, alors le terme est vraiment pas très joli, mais des baleines dans l'industrie du free-to-play. C'est en fait, on a qu'une très petite partie des joueurs qui payent réellement, mais qui vont payer des milliers et des milliers d'euros, de dollars ou peu importe, pour accéder à ces fonctionnalités et ces avantages. Donc ça, c'est un point très très important, effectivement, de l'industrie du free-to-play. C'est tout le côté psychologique. Ok, ouais. Du coup, il y a du positif comme du négatif. On avait parlé Exactement. aussi, c'était la boîte de Skinner, je sais jamais comment on dit. Ouais, la boîte de Skinner, ouais. L'appât du gain, c'est ça Alors c'est donc un des, donc ça c'est une expérience, la boîte de Skinner, qui a démontré l'existence d'un biais cognitif. C'est une expérience dans laquelle donc B.F. Skinner, qui est un scientifique psychologue, je ne sais plus de quelle nationalité, mais qui a fait des tests avec des rats, simplement en les mettant dans une boîte et en leur donnant un petit interrupteur. Et à chaque fois que le rat appuyait sur un interrupteur, et ben, il avait de la nourriture qui tombait. Et donc, au départ, l'expérience s'est faite avec un rat, un interrupteur, un appui, et il reçoit de la nourriture. Et on va dire, évidemment, le rat va appuyer de nombreuses fois pour avoir suffisamment de nourriture et arriver à satiété, donc ne plus avoir faim. Mais ce qu'a dévoilé cette expérience, c'est qu'en réalité, en ne faisant pas tomber de la nourriture à chaque fois, à chaque appui du rat sur l'interrupteur, et que ça soit un petit peu de manière aléatoire, eh ben, on déclenche une mécanique dans le cerveau qui est différente, qui est la peur, justement, que ça ne marche plus, la peur qui n'est pas la récompense à l'arrivée. Et donc, en réalité, on va avoir des comportements, alors chez les rats, qui sont légèrement différents chez les humains, mais qui fonctionnent quand même, où en fait, le rat, même quand il arrive à satiété, il va continuer à appuyer sur l'interrupteur parce qu'il y a cette peur, justement, de manque. Et donc, il va continuer à faire tomber la nourriture, continuer à manger. Et donc, on peut arriver sur des rats à des décès prématurés ou des choses comme ça, parce que justement, cette peur a entraîné un petit peu dérégler le réflexe de la satiété. Et ces choses-là, on les a dans plein de jeux vidéo, où justement, on va avoir des récompenses aléatoires. Et donc, des fois, c'est pas de récompense du tout, ou des récompenses avec on va dire, de très basse qualité. Et donc, on va quand même continuer à tout faire pour avoir ces récompenses-là, dans l'espoir d'avoir une récompense avec soit qui vaut énormément d'argent, soit voilà. Et donc ça, c'est notamment une des mécaniques qui a été régulée, alors en tout cas en Belgique et en France, je ne sais plus si c'est passé ou pas, mais sur ce qu'on appelle les loot box, parce que les loot box, c'est ça, c'est des boîtes aléatoires dans lesquelles on récupère des récompenses. Il y en a qui valent des milliers d'euros potentiellement, et il y en a qui valent rien du tout. Et donc c'est ce biais-là qu'on exploite justement pour ces mécaniques de jeu-là. Et évidemment, souvent, c'est des boîtes qu'on paye ou qu'on peut payer quelques euros, quelques dizaines d'euros, quoi. On arrive déjà à la fin de l'interview. C'est l'avant-dernière question. Tu m'as aussi dit à la fin de la dernière fois qu'on a parlé, que tu travaillais actuellement sur un projet mi-app, mi-jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. J'en parle pas tant que ça, mais c'est absolument pas un secret. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai fondé la plateforme d'apprentissage Code Garage, qui est simplement une plateforme de formation au code et au métier de développeurs et développeuses. Et en fait, on a vu beaucoup arriver, justement avec le Covid, avec le télétravail, etc., des gens qui se forment complètement en télétravail, donc à 100%. Et il y a des gens pour qui ça réussit, il y a des gens pour qui ça marche pas, parce que il y a une motivation qui manque, il y a une vraie perte de motivation au fil de l'eau, etc. Et personnellement, je crois aux jeux vidéo comme vecteur d'apprentissage, comme on a pu voir dans les serious games, mais je crois encore plus aux jeux vidéo comme vecteur de motivation, et notamment de motivation pour l'apprentissage. Donc actuellement, c'est un projet sur long terme, mais c'est justement un jeu vidéo qui sera en complète interaction avec Code Garage, donc la plateforme d'apprentissage, et où en fait on va pouvoir débloquer des niveaux, débloquer des challenges, avoir des retranscriptions, on va dire, dans un niveau de jeu vidéo, de concepts de programmation, de concepts
d'électronique, d'informatique, etc., sur lesquels on va pouvoir interagir de manière un petit peu plus gamifiée, justement, qu'en apprenant, en lisant du texte ou en écoutant une vidéo. Et puis après, ajouter des interactions sociales pour tous les apprenants, etc., dans ce jeu-là. Et donc, c'est pas simplement un jeu vidéo où on va apprendre à l'intérieur, c'est vraiment un jeu vidéo qui va être compagnon d'une plateforme d'apprentissage. Mais c'est un projet vraiment à long terme, hein, ça sortira pas avant au moins, je pense, 2 ou 3 ans, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille en parallèle, effectivement, parce que le télétravail et le téléapprentissage se développent de plus en plus, mais il y a des vrais blocages pour certaines personnes, et c'est pouvoir ouvrir cette possibilité-là aux gens qui n'arrivent pas à rester motivés et qui peuvent avoir envie de s'évader un petit peu et en même temps de continuer leur apprentissage. Ça serait l'occasion. Trop cool. Tu gamifies l'expérience Code Garage, du coup. C'est ça, exactement. Écoute, on est déjà sur la fin. Est-ce que tu aurais un dernier mot, je sais pas, un tips par exemple pour les gens qui nous regardent, du coup, tu connais l'audience We Love Devs, sont développeurs, développeuses, travaillent dans la tech. C'est mon dernier mot, ça sera pour les personnes qui voudraient s'intéresser au game design. Donc le game design, c'est la conception du jeu vidéo, mais au sens mécanique des jeux vidéo. Et il y a une série de livres qui est disponible, alors qui est trouvable sur Internet. En version papier, c'est trouvable aussi, mais je crois que c'est qu'en anglais, je suis pas sûr. Mais donc c'est la collection Playful Thinking, qui est éditée par la maison d'édition du MIT, qui s'appelle MIT Press. Et donc c'est une vingtaine de petits livres. C'est des livres qui font, je dirais, entre 150 et 200 pages. Et chacun de ces livres attaque, on va dire, une partie du game design. Ça peut être les émotions qu'on arrive à faire passer dans le jeu vidéo. Ça peut être comment est-ce que faire perdre le joueur va impacter son expérience dans le jeu vidéo, etc. Et c'est des choses qui sont à la fois très sourcées, parce que ce sont des experts, souvent des doctorants en justement game design, qui écrivent ces livres-là. Et en même temps, c'est compréhensible par vraiment tout le monde. Donc, si jamais vous avez envie de vous intéresser un petit peu à ce sujet-là, voilà, cette collection de livres-là, Playful Thinking, je la recommande vraiment. Elle est super, et elle passe de temps en temps à quelques euros sur Humble Bundle, pour celles qui connaissent, en livre directement virtuel. Donc, si jamais ça vous intéresse, foncez. Trop chouette. Écoute, merci. Je mettrai toutes les infos dans la description. Ça fait c'est ultra youtubeuse de faire dire ça. Nickel. Écoute, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur le sujet. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. D'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi une autre intervention en podcast avec Damien, que tu avais faite il y a un petit moment, c'est ça ? Pareil, je mettrai aussi dans la description. Donc merci pour ton intervention. Cette discussion, elle sera incluse dans le reportage complet, du coup, sur le jeu vidéo. Ça sera disponible sur la chaîne principale de We Love Devs, toujours sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à aller voir tous les formats et les contenus qu'on a déjà créés. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a également d'autres formats qui vont sortir et aussi d'autres interviews, toujours sur le sujet du jeu vidéo. À bientôt.